Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat et c'est une nouvelle campagne qui démarre au lendemain du premier tour des élections municipales. Consignes, alliances et stratégies dans les états-majors et sur le terrain. Nous en parlons ce soir avec de nombreux invités. Le duel politique opposera dans quelques instants l'UMP, Gérard Longuet, au vice-président du Sénat, Didier Guillaume. Et puis, analyse à suivre sur les conséquences de ce désaveu pour l'exécutif et la politique de François Hollande. On en débattra avec les éditorialistes dans ce 22h. Le tout sera croqué par notre dessinateur Hervé Baudry qui m'accompagnera ce soir. Analyse, débat et projection, c'est le programme de cette édition spéciale d'1 heure. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir. Et avant d'ouvrir cette page sur les élections, à la une de l'actualité, une confirmation malheureusement dramatique. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines s'est bien abîmé dans l'océan Indien. La compagnie a prévenu par SMS les familles qu'il n'y avait aucun survivant. Retrouver l'épave s'avère être un énorme défi. Compte tenu de la profondeur de l'océan et de la force des courants, reste à présent à tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé il y a déjà plus de 2 semaines après la disparition de ce vol. Mounir Soussi. L'angoisse a fait place à la détresse. Après 14 jours d'attente, les proches des occupants du vol MH370 ont eu la confirmation qu'il n'y avait aucun survivant. À l'annonce de la nouvelle, pour les familles, c'est l'effondrement. Certaines ont été averties par un simple SMS. Les autorités malaisiennes, très critiquées pour la gestion de cette crise, ont aujourd'hui apporté des précisions sur la localisation éventuelle de l'avion. Le vol MH370 s'est abîmé dans le sud de l'océan Indien. Sur le front des recherches, 26 pays sont toujours à pied d'œuvre pour localiser précisément l'avion. Des satellites ont repéré des débris. L'Australie a envoyé un navire pour les récupérer. À cet endroit, vous pouvez voir un carré gris. C'est la localisation faite par nos avions de 2 objets et nous aimerions les récupérer. Des équipes françaises et américaines sont sur place pour tenter de repêcher les boîtes noires, car le mystère demeure sur ce qu'il s'est passé dans ce Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Et on ouvre à présent notre page spéciale au lendemain du premier tour des élections municipales. Et c'est un nouveau paysage politique qui se dessine avec un très net recul des socialistes partout en France. Un bon score incontestable pour la droite et une forte poussée et un enracinement certain du Front National. C'est aussi le début des tractations aujourd'hui pour constituer les listes du second tour avant la limite du dépôt des candidatures. Ce sera demain à 18h. Si les dirigeants de l'UMP refusent tout désistement en faveur de la gauche, les socialistes appellent à la constitution d'un front républicain pour faire barrage au FN. Les consignes, les chiffres et le rapport d'effort sont résumés par Pauline Dame et Maxime Thuillier. Regardez. Sauver ce qui peut être sauvé et faire barrage au Front National. Un seul mot au Parti Socialiste, rassembler et mobiliser les forces de gauche. Les candidats PS se désisteront en cas de triangulaire, partout où le FN est en situation de l'emporter. Et j'appelle donc à réaliser partout, dans toutes les villes, ce rassemblement des forces de gauche et des écologistes derrière la liste de gauche arrivée en tête en fusionnant partout les listes de gauche et des écologistes. Même son de cloche au Parti communiste qui appelle au rassemblement de l'ensemble de la gauche. À droite, c'est la stratégie du nini qui prévaut. Pas d'alliance avec la gauche et le Front National. L'UMP va se maintenir dans toutes les villes où elle est en mesure de le faire, face à la gauche et face au Front National. Et tous ceux qui seraient tentés de faire des alliances ou des désistements en faveur du Front National seraient immédiatement exclus. Pendant ce temps, au Front National, on exulte en poussant son avantage. La règle générale, très majoritaire, c'est évidemment le maintien partout et pas d'alliance. De toute façon, il n'y aura pas d'alliance avec des partis. Après, on peut regarder ici ou là quelques cas très particuliers, toujours en fonction de circonstances locales. Le Front National est présent au second tour dans 229 communes de plus de 10 000 habitants. Le nombre définitif de ces communes sera connu demain à 18h, heure limite pour le dépôt des candidatures.
Et c'est l'une des surprises de ce premier tour, la capitale. Un taux d'abstention stable, des scores du Front National très en dessous de la moyenne nationale. Une poussée verte, Paris ne fait rien comme tout le monde décidément quand il est question de voter. Et la surprise est arrivée avec le nombre de suffrages pour la liste UMP-UDI menée par Nathalie Kosciusko-Morizet en tête, même s'il sera très difficile pour elle de rafler Paris, avec une gauche qui concrétise ce soir le rassemblement. On voit tout cela avec Quentin Calmet et Jérôme Bonnard. On nous annonçait comme une évidence le triomphe de l'équipe sortante. Et c'est le contraire qui s'est produit ce soir. Je me réjouis que la gauche, les équipes de progrès, les écologistes soient en tête dans la majorité des arrondissements à Paris. À chacune sa victoire. Un peu plus d'un point seulement sépare les deux candidates dans ce premier tour des municipales à Paris. Avec près de 36%, Nathalie Kosciusko-Morizet savoure son avance. Elle a déjoué les pronostics et elle y croit encore. On peut y arriver. J'ai confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en moi. Rien n'est gagné pour autant, car la candidate socialiste est en tête dans les deux arrondissements clés de la capitale, le 12e et le 14e, de quoi pénaliser la candidate de droite. Mais c'est certainement le rapprochement avec les Verts qui va changer la donne. Un mariage électoral sur lequel ironisait Nathalie Kosciusko-Morizet dès hier soir. Demain, elle négociera des négociations d'état-major, des négociations d'appareils. Pendant moi, je serai sur le terrain avec les Parisiennes et les Parisiens. Reste que ces négociations ont bel et bien abouti. Avec près de 9% des voix, les écologistes sont l'allié incontournable de Anne Hidalgo. L'accord conclu cet après-midi leur garantira 18 postes de conseillers de Paris, au lieu de 9 aujourd'hui. La suite du 22h et on poursuit cette page spéciale au lendemain du premier tour des municipales. Débat, analyse à suivre et pour croquer le tout, à mes côtés ce soir, notre dessinateur et mon complice Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci de m'accompagner ce soir. Et on démarre avec le duel politique du 22h. Et nos invités ce soir, le vice-président socialiste du Sénat, Didier Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Avec nous également l'ancien ministre sénateur UMP de la Meuse, Gérard Longuet. Bonsoir. Bonsoir. D'abord Didier Guillaume, on a un éventail assez large aujourd'hui de réactions des socialistes au lendemain du désaveu tranchant du premier tour. Certains, dans votre camp, appellent simplement à la mobilisation sans trop vouloir commenter le fond. Ils sont peut-être dans le déni, vous nous le direz. Et d'autres, comme François Rebsamen, reconnaissent un avertissement très sévère. Les électeurs nous disent, je le cite, arrêtez vos conneries. Vous entendez cela aussi sur le terrain? Mais c'est plus qu'un avertissement. C'est une claque que nous avons reçue au premier tour de l'élection municipale. Une sacrée claque dans la figure. Et la question, c'est de savoir si au deuxième tour, on va prendre une deuxième claque sur la deuxième joue, ou si les choses pourront avancer. Parce que l'on regarde de la Bretagne au sud-est, du Pays Basque en Alsace, globalement, il y a une cohérence dans ce résultat. Il y a une cohérence au niveau de l'abstention, avec des Français qui ne veulent pas aller voter parce qu'ils ne croient plus en la politique, avec un vote extrême droite, Front National assez fort, et y compris dans l'Ouest et y compris en Bretagne, et avec une démobilisation de l'électorat de gauche. Donc je crois que c'est tout ça. Il faut analyser la claque, il faut voir comment rebondir, et puis il faut de toute façon participer au deuxième tour. Le match aller a eu lieu dimanche, et un match retour. Ben on verra ce qui se passera à la fin des deux matchs. Gérard Longuet, voilà un discours franc, direct, sans langue de bois. Non, ce n'est pas une surprise de la part de Didier Guillaume, c'est quelqu'un de direct, et j'ajoute de franc, mais c'est la stricte vérité. Je n'imagine pas d'ailleurs comment le président Hollande et son gouvernement, comment Jean-Marc Ayrault, peuvent en quelques jours changer ce qui divise profondément la gauche. Nous avons des socialistes qui collent au gouvernement, mais un gouvernement qui ne fait pas la politique pour laquelle il a été élu, des écolos qui rêvent à autre chose, et un front de gauche ou une extrême gauche qui est totalement en marge. Voilà des gens qui sont opposés et en quelque sorte désabusés par ce qui se passe. Je pense que le deuxième tour sera une deuxième claque. Je ne le souhaite pas, je pense. Et comment justement ne pas tendre l'autre joue? Jean Glavany qui parle, en évoquant l'allocution hier de Jean-Marc Ayrault, d'une prise de parole ahurissante. Est-ce que selon vous, le chef de votre gouvernement, a pris la mesure du choc? Est-ce qu'il a encore la force, la capacité, l'énergie pour mobiliser? Jean Glavany a fait une belle déclaration, plein d'émotions qui lui ressemblent, qui le caractérisent. Quelque chose d'assez fort, et c'est vrai que ce que nous avons vécu hier, c'était difficile. Je pense que il ne faut pas tomber dans la politique politicienne. Je pense que le président de la République doit réagir. C'est-à-dire il doit réagir dans les jours qui viennent, en faisant un remaniement gouvernemental et en s'exprimant devant les Français. Je ne crois pas que ce soit parce que la gauche est divisée qu'on en est arrivé là. C'est parce que c'est difficile de gérer ce pays,
qu'à toutes les élections intermédiaires depuis des années, le pouvoir en place les perd. C'est dramatique. Et en même temps, il y a les deux choses. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. La politique nationale, il faut mieux l'expliquer. Il faut que le gouvernement soit plus cohérent, qu'il y ait peut-être un peu moins de divergences, de couacs ou de je ne sais trop, de mettre une stratégie en place très forte. Il ne faut pas changer de cap politique. Et en même temps, dire aux Français, vous votez pour votre maire. Vous choisissez la droite, vous choisissez la gauche, mais vous votez pour votre maire. Et donner une sanction au gouvernement, au président de la République, lors d'une municipale, c'est une mauvaise réponse, peut-être à une bonne question. Mais donc vous dites ce soir, remaniement rapide, mais pas de changement de ligne politique. Est-ce que c'est cela que les Français ont voulu donner comme signal, Gérard Longuet? Alors, les Français ne veulent pas tout à fait la même chose. Les socialistes rêvent d'un François Hollande fidèle à ses engagements de 2012 et manifestement, il ne le peut pas. Il l'a d'ailleurs annoncé puisque nous savons que le 15 avril, nous aurons les 50 milliards d'économies qui sont en contradiction totale avec un programme qui était en 2012, dépenser plus. Je ne conteste pas la nécessité de faire des économies. Je dis simplement que cette nécessité entraîne une division à gauche qui ne peut pas être réconciliée d'ici dimanche prochain. Alors le changement de Premier ministre, pourquoi pas, mais c'est surtout ce décalage entre une espérance politique de 2012 et des réalités que nous avions dénoncées à cette époque et qui avaient fait, je le reconnais, rêver une majorité de Français qui ont élu à tort, enfin non pas à tort, mais qui ont élu dans l'équivoque le président Hollande. Vous savez, les Français ne se trompent jamais. Et le peuple a toujours raison, même quand ça ne nous plaît pas. C'est ça la grande leçon qu'il faut recevoir en politique. C'est qu'il faut toujours respecter le vote du peuple. Et quand le peuple a voté pour François Hollande en 2012, c'est qu'il aspirait au changement. Et c'est que forcément, quelque chose s'était mal passé avant. Et on ne va pas relancer le débat sur le quinquennat précédent. Il n'empêche que, fort de cette réalité, le président de la République a pris des décisions qui sont peut-être mal comprises, mais il faudra expliquer. Quand il ne faut pas changer de cap, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas louvoyer. Le président a mis en place un pacte de responsabilité. Eh bien, il faut un gouvernement uni, soudé, qui le mette en place. Et c'est compliqué d'expliquer aux Français qui souffrent, aux Français qui sont dans la difficulté, que aujourd'hui, on ne rasera pas gratis et la redistribution ne se fera pas tout de suite. C'est ça la difficulté. Oui, alors Didier Guillaume a raison, c'est très difficile de l'expliquer parce que nous avons essayé de le faire en 2012 et on a d'ailleurs perdu les élections pour cette raison, parce que nous promettions non pas du sang et des larmes, mais en tous les cas un certain effort. Donc je n'imagine pas un seul instant que François Hollande puisse reconquérir l'opinion parce que ceux qui espèrent cette politique, c'est en général des gens de droite, ne lui font pas confiance. Et ceux qui le soutiennent n'espèrent pas cette politique. Non, donc il est dans une impasse. En revanche, juste pour terminer, nous parlons municipal. Ce qui est intéressant à cette occasion, d'ailleurs la gauche en avait profité il y a une dizaine d'années, vous avez une nouvelle génération qui apparaît. Et moi je voudrais saluer celles et ceux qui sont engagés, qui ont pris des responsabilités. C'est horriblement dur d'être conseiller municipal, d'être adjoint, d'être maire aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont... Quelle que soit l'étiquette d'ailleurs. Quelle que soit l'étiquette d'ailleurs. Et si les électeurs ont un petit peu faibli, je considère quand même que ça reste un beau rendez-vous, celui de la civisme municipal. Alors ce deuxième tour... Vous espérez vraiment un sursaut? Non, moi j'espère... Est-ce que vous appelez à la mobilisation, Didier Guillaume, pardonnez-nous, depuis hier, parce que nous animons des spéciales évidemment sur ce premier tour, beaucoup de socialistes appellent à la mobilisation, c'est un mot magique. Ce n'est pas du déni, Sonia Mabrouk, c'est simplement une constatation. Quand on regarde aujourd'hui, tous les candidats et leurs équipes ont pris les listes électorales et ont noté les abstentionnistes. Et quand on les connaît dans des petites villes de 10 000, 20 000 habitants, on sait très bien que ces abstentionnistes sont plutôt à gauche. Ils ont voulu donner une leçon. Moi, je leur dis, nous vous entendons, et en même temps, votez pour les élections municipales. Et puis enfin, parce qu'on n'y a pas beaucoup parlé, le Front National. Moi, je suis très inquiet de la position de l'UMP. Je dis ça à Gérard Longuet. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de stigmatiser les électeurs. Les électeurs du Front National chez moi, ça fait 20 ans que le Front National fait 20%. Je les connais. Mais qu'est-ce qui crée, renforce et nourrit le Front National? Ce sont des délégués de parents d'élèves, ce sont des présidents d'associations, des commerçants, des artisans, des salariés, des chômeurs. Ce qui nourrit le Front National, c'est plusieurs choses. C'est d'abord évidemment les problèmes sociaux, le chômage, la précarité, la sécurité. Donc le manque de résultats, certains vous diront, Didier Guillaume. Mais c'est aussi parce que ces gens-là ne croient plus en la politique. Ils ont vu la droite, ils ont vu la gauche, et ils pensent que c'est toujours les mêmes qui leur rebattent les oreilles avec les mêmes recettes, et ces recettes ne fonctionnent pas forcément. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure Gérard Longuet saluait les jeunes, je pense qu'il faut faire une nouvelle politique. Cette nouvelle politique, c'est pas celle qui a été faite depuis 30 ans, à droite comme à gauche. Il faut reprendre les choses, garder nos fondamentaux,
mais faire très attention. Parce que la claque de ce dimanche, elle pourra être une autre, ça pourra en être une autre, peut-être pas, je l'espère qu'il y aura une mobilisation au deuxième tour. Mais moi, je vous prédis autre chose aux élections européennes. Parce que alors là, il n'y aura pas la retenue du maire que l'on connaît. Et à droite comme à gauche, ça sera terrible. L'abstention et le vote extrême. Vous allez faire d'autres prévisions pour les sénatoriales aussi tout à l'heure. Je ne fais pas des prévisions, mais si c'est ça la France du repli sur soi, la France de l'extrême droite, c'est pas ma France, c'est pas ma République. Cette France-là, moi, j'ai mal quand je vois cela. Et c'est la raison pour laquelle je regrette que l'UMP n'ait pas fait le choix, non pas du Front républicain. Le Front républicain, il est mort. Mais tout simplement de dire... Comment ça, il est mort? Il est mort. Parce que Jean-François Copé a dit... Alors que dit Harlem Désir aujourd'hui? Je vais vous le dire, mais tout simplement, pourquoi l'UMP ne considère pas quand même que même s'il ne faut pas stigmatiser l'électeur, le Front National, qui est légal, qui est dans notre pays, évidemment, mais c'est quand même pas tout à fait les mêmes valeurs que nous partageons. Nous pouvons être en différence, mais c'est pas la même chose. Le Nini, porté par Jean-François Copé, approuvé par tous les partis, mais apparemment pas forcément sur le terrain. Est-ce que vous excluez totalement, clairement ce soir des accords spécifiques au cas par cas entre l'UMP et le Front National? À titre personnel, totalement. À titre de cadre de l'UMP, c'est la ligne de l'UMP et je pense que cette ligne sera respectée. Ceux qui ne la respecteraient pas seront écartés de l'UMP. Pourquoi? Parce que le Front National est un parti sans solution. C'est une impasse absolue. Je prends un exemple lorrain, M. Philippot, qui est en tête à Forbach, dans une ville qui est profondément européenne, qui est une ville frontalière, où nous allons travailler en Allemagne, où les Allemands investissent chez nous, ils proposent de sortir de l'euro. C'est simplement absurde. Si vous voulez, le père, Jean-Marie Le Pen, était parfois excessif. La fille est plus discrète, mais le programme est aussi absurde. Alors, ce que je constate, parce que peut-être que c'est la meilleure façon d'aider M. Kalinowski. Peut-être. En tous les cas, je laisse les Fourbachois le choisir. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est quand je regarde bureau de vote par bureau de vote, le Front National attrape tout. Il attrape des gens de droite et il attrape des gens de gauche. Il a une sociologie. Elle est sur la table alors que des candidats Front National vont passer. Extrêmement ouverte. Oui, mais ça, hélas, au point où nous en sommes, cela n'empêcherait. On en est là alors. Non, on en est là. Oui, forcément. Quand vous avez un gouvernement qui, sur le plan de la sécurité, de la fiscalité, de l'emploi... Non, mais attendez, on est le Front National aussi. Et simplement, vous en avez profité pour gagner les élections législatives, en particulier plus en 2007 qu'en 2012, je le reconnais volontiers. Donc nous avons un problème Front National. Notre devoir, à vous et à nous, chacun vers nos électeurs, c'est d'expliquer que le Front National est une impasse absolue pour notre pays. C'est la raison pour laquelle nous retirons notre candidat à Saint-Gilles. Oui. Nous le retirons dans les endroits où nous sommes en 3e position. Si l'UMP avait fait cela, ça aurait donné un signe. C'est pas pour faire l'UMPS, comme dit le Front National, mais c'est pour donner un signe à notre électorat. Le Front National, ce n'est pas un parti comme un autre. Guillaume, mais quel signe donnez-vous à Béziers, puisque le candidat socialiste Jean-Michel Duplat se maintient, il ne retire pas donc sa candidature. Non mais Béziers, l'affaire est pliée. Mais qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut quoi? Il faut lui retirer son investiture ou l'exclure du parti? Est-ce qu'il faut aller plus loin? J'en sais rien, ça vous poserez la question à Harlem Désir, au responsable du parti. Il faut être clair, vous nous le dites. Moi, j'essaie d'être clair. Et je dis, partout où il peut y avoir un risque d'élection du Front National, le candidat arrivant à 3e position se décide pour le 2e. On le dit à Paris, mais à Béziers, ça ne marche pas. Ça peut pas être plus clair. Bon, cela dit, à Béziers, il y a aussi peut-être une autre histoire. Et puis à Forbach, c'est pas ça. On voit bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis qu'on voit bien que le Front républicain, pour moi, il est mort. Et il faut faire autre chose, il faut inventer autre chose. En termes de conseillers municipaux, le Front National aura peut-être 1000 conseillers municipaux dans toute la France. Je rappelle que le Parti Socialiste en a plus de 50 000 et l'UMP pas loin de 80 000. Donc il faut pas mettre le Front National au cœur de la vie française. Le cœur de la vie française, c'est comment faire en sorte que notre pays soit le plus moderne possible, puisse tenir son rang, payer ses échéances, continuer d'investir pour préparer l'emploi des jeunes. Et ce sont ces difficultés-là parce que nous avons trop dépensé et peut-être pas assez travaillé depuis 30 ans, je vous le concède volontiers, que la France est aujourd'hui, et c'est Hollande qui se paye la facture, nous sommes obligés de payer maintenant la facture. Et pour le président socialiste, c'est évidemment le contraire de ce pourquoi il est élu en 2012, mais je dois reconnaître que c'est un effort qui devrait être compris par tous, parce que de toute façon, nous aurions eu à le faire également. Oui, parce que
Alors, je voudrais juste un dernier petit reproche à Jean-Marc Ayrault. Ce reproche, c'est qu'il avait une carte, et notamment ici au Sénat, vis-à-vis des sénateurs. Moi, je suis un homme de droite et je suis libéral. Mais dans l'intérêt du pays, s'il y a un bon texte, je ne suis pas a priori contre discuter. Et très souvent, nous avons eu un gouvernement qui nous a dit, y compris à sa majorité, circuler, il n'y a rien à voir. Il faudrait rétablir un petit peu de vie parlementaire. Oui, mais c'est pas nous, c'est pas le nouveau, premier. C'est pas le premier, ça sera sûrement pas le dernier. Mais il faut y veiller. Mais je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que c'est cet homme qui doit porter, eh bien, ce qui est devenu la colonne vertébrale du quinquennat, le pacte de responsabilité? Ça va être la chose la plus importante qui va déterminer le quinquennat. Vous posez la question à des parlementaires, un de droite, un de gauche. Nous n'allons pas répondre à cette question. Le président de la République doit prendre ses responsabilités et il fera ce que bon lui semblera. Ça sera bon pour la France s'il prend cette décision. C'est le président de la République légitimement élu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après ce premier tour, après le deuxième tour qui aura le dimanche et avant les européennes, et je suis très à l'aise n'étant moi-même absolument pas candidat à entrer dans un éventuel gouvernement, et je veux le dire ça, je suis très à l'aise pour en parler, absolument pas candidat. Il faut changer de gouvernement. Oui, mais pour le ministère de l'Agriculture. Il faut changer. Il faut réorganiser le gouvernement afin d'être plus clair, plus lisible et avancer à la conquête de la France et avancer pour expliquer aux Français que la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement et par la majorité n'est pas la politique inverse que de 2012 quand François Hollande a été élu. C'est tout simplement le principe de réalité. Parce que la vie évolue. Et la politique moderne, la nouvelle politique, c'est pas de dire je ne change pas, je ne dévie pas, c'est de tenir compte des circonstances. Quel travail écoutez-moi, les circonstances, c'est de dire si nous voulons nous en sortir, il faut que les entreprises soient plus compétitives. 30 milliards de baisse de charges pour les entreprises, aucun autre gouvernement de la Ve République ne l'a fait. Aucun autre. Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut que ça marche? Oui, et c'est là où nous sommes schizophrènes. Vous m'entendez? Schizophrènes. Parce que quand on demande aux Français, aux parlementaires de droite comme de gauche, faut-il baisser la dette? Oui. Faut-il ne pas augmenter les impôts? Oui. Faut-il diminuer les déficits? Oui. Faut-il moins de fonctionnaires? Oui. Faut-il moins dépenser? Oui. Mais après, s'il y a moins de policiers, ça va pas, moins de juges, ça va pas, moins d'enseignants, ça ne va pas, si on baisse le budget de l'agriculture, ça ne va pas, on ne peut rien faire. Nous sommes schizophrènes. Eh bien, la nouvelle politique, la nouvelle façon d'aborder la politique, c'est de ne pas avoir peur de cela et de dire ça va, on va y aller. C'est pas du sang et des larmes comme ça a été fait au Royaume-Uni. Ça peut faire mal, mais c'est la seule façon de nous en sortir, la seule façon que ce pays puisse redémarrer. Parce que ce pays, la France, il est riche, il a une histoire, il a un patrimoine et les Français méritent mieux qu'on les ballotte comme cela. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ce discours, très volontariste. Je dirais simplement que, hélas, François Hollande n'a pas aujourd'hui de majorité pour cette politique. Il ne l'a pas à l'intérieur du Parti socialiste. Il l'a peut-être à l'intérieur du Parti socialiste. Il ne l'a sans doute plus à l'intérieur de la gauche. Et il ne l'a de toute façon pas dans le pays. Alors dans ces cas-là, que fait-on? Il y a deux solutions. Ou bien on dissout, et il n'a aucune raison de le faire, ou bien on essaye de faire comprendre au-delà de sa majorité qu'il y a des choses à faire. Moi, j'ai beaucoup admiré. J'ai beaucoup admiré Madame Merkel lorsque la CDU, qui a raté la majorité à 3 ou 4 voix près, a passé 3 mois pour écrire 300 pages de réflexion commune. Alors, c'est pas du tout, je ne demande pas une grande alliance socialiste libéraux parce que ça donnerait de l'eau au moulin du Front National. Mais si on pouvait parler des mêmes choses et essayer d'avancer sur un certain nombre de points, ça irait quand même un petit peu mieux. Ce n'est pas l'attitude, oui, mais ça n'a jamais été l'attitude de Jean-Marc Ayrault et ce n'est pas non plus l'attitude de François Hollande. Décidément, il cristallise les mécontentements, Jean-Marc Ayrault. Parfois, ça n'a pas été la nôtre, parfois. Nous avons eu un peu de malice à vous faire battre avec les voix communistes, dont nous sommes pourtant très éloignés. Mais je pense qu'il y a une vraie responsabilité dans la démocratie. Et si le Front National fait des voix, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas parce que le PS et l'UMP sont proches, c'est parce que parfois l'opinion aimerait qu'on puisse trouver des solutions partagées par tous les Français. Vous savez, les Français, je suis sûr de cela, ils en ont marre des bagarres incessantes. C'est pas tout blanc, tout noir. Quand l'un dit oui, l'autre dit non.
Ce n'est plus cela. On ne peut plus aller dans cette direction. Parfois, nous pouvons nous retrouver, et sur des mandats locaux, nous pouvons nous retrouver. Mais on a envie de vous croire. Voire même au niveau national. Parfois, nous nous affrontons. C'est la vie politique. N'ayons pas peur de l'affrontement. N'ayons pas peur du débat. Nous ne partageons pas forcément les mêmes idées. Eh bien, mettons-les sur la table. Mais quand nous nous rapprochons, quand c'est bon pour le pays, quand c'est bon pour l'entreprise, quand c'est bon pour le terrain, pourquoi pas? L'entreprise, ça me fait plaisir parce que c'est un parlé de langage. Compétitivité, d'entreprise, ce sont des thèmes qui d'économie. n'étaient pas habituels chez certains de ses amis. Voilà. C'est possible, mais je crois qu'aujourd'hui, vous savez, il faut que la France réussisse. Et il faut que personne, et j'apprécie que vous le disiez, personne ne doit parier sur le déclin de la France. Ça serait dramatique. On voit ce qui s'est passé ailleurs. Donc avançons. Et puis là, en vidéo politique, il y a des alternances. Tantôt c'est les uns, tantôt c'est les autres. Justement, c'est comme cela. J'allais en parler de l'alternance, peut-être avec un point d'interrogation, parce que cette élection, c'est la première d'une série d'autres scrutins importants. Elle va forcément les conditionner. Il y a d'abord les européennes et puis les sénatoriales. Alors actuellement, on va le rappeler aux téléspectateurs, la gauche a une avance de 7 sièges au Palais du Luxembourg. Mais est-ce que ça pourrait être beaucoup plus serré que prévu compte tenu de ce résultat, Didier Guillaume? Je ne peux pas répondre à cette question ce soir. Vous avez un petit peu quand même... Non, il faut quand même attendre dimanche prochain pour savoir que... Très bien, vous liguez pour ne pas me répondre. Non, pas du tout. Est-ce que la droite pourrait finalement revenir? Je pense plutôt que la gauche peut garder la majorité au Sénat pour plusieurs raisons. Bien sûr, s'il y avait un raz-de-marée total dimanche prochain, on n'en parlerait plus. Si ça reste comme cela, parce qu'il faut quand même bien se dire que la moitié des sénateurs ne sont pas renouvelables. Donc ceux-là, déjà, ils seront là le 1er octobre. Bon, et dans l'autre moitié, il faut regarder les départements en difficulté. J'ai commencé à y jeter un œil aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'on peut peut-être... Donc vous penchez déjà sur la question. Forcément, nous sommes des responsables politiques. Vous voyez que ma question n'est pas à côté de la plaque. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas le deuxième tour. Mais il y a des villes que l'on peut perdre. Mais si elles ne sont pas dans des départements renouvelables, ça n'aura pas d'influence sur le Sénat. Vous partagez la même analyse, alors là, mon point de vue est différent, il y a le respect de l'électeur. Attendons que les électeurs se soient exprimés, point final. Prudence, merci. Non, pas respect des électeurs. Respect, j'ajoute prudence pour nous, en tous les cas, les journalistes qui commentent. Voilà, prudence pour les journalistes. Pour les commentateurs. On peut essayer de se projeter. Merci messieurs, merci Gérard Longuet et Didier Guillaume, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour ce débat à la suite du 22h, cette édition spéciale. Et on parle de la déflagration de Marseille. Qui pourrait dire qu'on s'y attendait? Les sondages, justement, puisqu'on parle de prudence, n'ont pas vu venir. Il va y avoir des démissions chez les sondeurs, parce que l'autocritique n'est pas, chez ces gens-là, un talent naturel. En tous les cas, personne n'a vu venir, peut-être même pas vous, une telle bérésina des socialistes dans la cité phocéenne. Non, dans nos rêves les plus fous, oui, mais uniquement dans les rêves. En tous les cas, on va regarder ensemble l'ambiance sur place avec Jean-Baptiste Daoulas. Ils sont déjà de retour sur le terrain. Mais les partisans de Patrick Mennucci sont encore sonnés par les résultats de dimanche. Bon, j'ai rapidement vu quand même le score, surtout les abstentions. Les abstentions, et dans des bureaux où normalement la gauche est largement en tête. Les électeurs de gauche ne se sont pas mobilisés. Alors Patrick Mennucci fait le tour de ce quartier populaire du centre-ville. Autour de vous, regardez, il y a peut-être des gens qui ne sont pas allés voter. Non, moi j'ai voté. Non, mais il y a peut-être des gens autour de vous, donc il faut, faut mobiliser. Je dis aux Marseillais, ressaisissez-vous. Ceux qui ne sont pas allés voter ici, dans ce quartier, plus de 50% des gens ne sont pas allés voter. Ressaisissez-vous. Mobiliser les électeurs, mais aussi rassembler la gauche. C'est l'autre grand objectif de Patrick Mennucci. À la mi-journée, le candidat rencontre toutes les têtes de liste socialistes de la ville. Quelques heures plus tard, il annonce un accord avec le Front de gauche. Notre rassemblement signifie aussi une volonté farouche de faire barrage au Front National dans notre ville. Mais les 7% d'électeurs Front de gauche accepteront-ils de soutenir le PS dans un contexte de vote sanction? C'est l'une des inconnues du deuxième tour. On peut, à titre personnel et de manière égoïste, dire non, je ne voterai pas pour cette liste d'union parce qu'il y a le Parti socialiste et qu'ils ont trahi nos espérances, les valeurs et les idéaux de gauche en 2012. Mais j'ose espérer aussi que le Parti socialiste au niveau national comme au niveau local tirera aussi les enseignements de ce premier tour et qu'il faudra changer véritablement de politique. Patrick Mennucci espère maintenant le ralliement de Pape Diouf. Une condition indispensable pour inverser la tendance à Marseille. La suite de cette édition spéciale du 22h et dans un instant, de nombreux éditorialistes seront en notre compagnie pour analyser cette nouvelle donne politique au lendemain du premier tour des municipales. Une donne
incertaine dans la ville notamment de Strasbourg. La candidate UMP Fabienne Keller arrive légèrement en tête devant le maire PS sortant Roland Ries et le Front National est en position d'arbitre. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Son téléphone, il ne l'a pas vraiment quitté depuis l'annonce des résultats. Jean-Luc Schaffhauser est bien le troisième homme choisi par les Strasbourgeois. Pour le candidat du Rassemblement Bleu Marine, pas question de s'allier à l'UMP. C'est Fabienne Keller qui d'emblée n'a pas voulu aller sur le terrain, non pas des valeurs du Front, parce que les valeurs du Front, c'est des valeurs du bon sens. Elle renie ses propres valeurs. Elle renie ses propres valeurs. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'elle en a des valeurs ? À l'heure de déposer sa liste à la préfecture, le candidat est réaliste et pense déjà au coup d'après. C'est la liste de la présence. La victoire, c'est dans 6 ans. Plus que jamais, Jean-Luc Schaffhauser fragilise la candidature UMP. Près de 11% des suffrages, les déçus de la droite traditionnelle. Il y a des milieux très catholiques qui n'ont jamais pardonné à Fabienne Keller d'avoir été la seule sénatrice UMP à voter pour le mariage pour tous. Et c'est vrai que ces électeurs-là ne voteront pas à gauche dimanche prochain. Ils ne voteront pas non plus pour Fabienne Keller. Saluer Fabienne Keller. Avec son nouvel allié udéiste François Loss, la sénatrice veut croire à la victoire, mais pour y arriver, elle doit rassembler. Les Strasbourgeois ont sanctionné le maire sortant. Ils ont aussi voté extrême droite. C'est ça le bilan du maire sortant. Nous souhaitons leur redonner de l'espoir, les respecter, être à leur côté. Le match s'annonce serré entre Fabienne Keller et le candidat socialiste Roland Ries. Au-delà du Front National, l'abstentionnisme risque bien d'arbitrer la partie. Hier, un Strasbourgeois sur 2 ne s'est pas présenté aux urnes. Et on accueille nos invités à présent. Étienne Gernal, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, directeur du Point. Avec nous également Michel Urvois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique à Ouest France. Guillaume Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre partenaire chez Ipsos Steria et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. D'abord, messieurs, une réaction par rapport à notre précédent duel politique sur la difficulté ce soir des stratégies des états-majors. Aussi bien le Nini que le Front républicain. Étienne Gernal, ça craque, ça coince apparemment. Ça craque toujours. De toute façon, c'est toujours le même débat qu'on a après chaque élection où les uns et les autres se renvoient à la figure. Mais c'est vous qui êtes responsable du Front National parce que vous avez été trop proche d'eux, l'autre parce que vous avez joué avec eux. Et donc, on joue un petit peu à la fin. Il y a des stratégies nationales qui sont les mêmes, qui n'ont pas changé. Et puis, il y aura, comme il y a toujours dans ces cas-là, peut-être qu'il y en aura un peu plus parce que le Front National est plus haut, des tentations d'ici ici ou là, localement, de s'allier avec le Front National, de jouer avec, etc. Là, il risque d'y en avoir un petit peu plus que d'habitude. Ça, c'est possible parce que le Front National est plus haut. C'est le cas, Guillaume Petit, on va avoir comme ça des tentations locales. Alors déjà, ce qu'on voit grâce au sondage qu'on a pu réaliser avec vous en tant que partenaire, c'est que si les hommes politiques sont un petit peu hésitants, c'est qu'aussi leurs électorats sont divisés par rapport à la stratégie du Front républicain. Très divisés par exemple chez les sympathisants UMP, où la moitié souhaite que le candidat de droite se maintienne quand il est en position défavorable par rapport au PS, avec un FN en première position. Les sympathisants PS, eux, sont moins divisés. Ils sont davantage pour un retrait de leur candidat aux 2 tiers et seul un tiers souhaite qu'ils se maintiennent. Mais voilà, les élus et les candidats PS ne doivent pas que séduire leur propre électorat, mais aussi les autres électorats qui ne sont pas forcément de cet avis non plus et qui ont voté pour une grande partie FN. Ouais. Michel Urvois, il y a un fossé qui se creuse justement entre les stratégies des états-majors, et j'allais dire des états-majors parisiens, c'est le cas, et la réalité du terrain qui est très diverse, on le voit ce soir, notamment à Béziers, on le citait tout à l'heure, je le disais au vice-président du Sénat, Didier Guillaume, avec le candidat Jean-Michel Duplat, qui dit « moi je me maintiens ». Alors, si la question concerne le Front républicain, oui, il y a des différences, puisqu'on voit bien que le Front républicain, il a énormément de mal à exister, et on sait depuis toujours il est mort peut-être d'ailleurs. Que personne n'est propriétaire de tel ou tel électorat, et que les gens voteront comme ils estiment devoir voter. Ça, c'est une première chose. Mais après, je pense qu'il y a, dans le résultat même de l'élection, je pense qu'il y a ce décalage que vous soulignez, et qu'on voit dans les commentaires. Moi, j'ai été frappé par la froideur des commentaires de Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, par la déclaration de Jean-Marc Ayrault. Même Jean Glavany dit qu'elle est ahurissante. Absolument. On se dit, mais ils ne sont pas dans le même monde. Ils parlent de mécontentement, d'impatience, alors qu'on a une vraie révolte dans les urnes. Il y a 30
millions de Français qui ont voté ou contre la majorité, ou qui ont fait la grève des urnes. 30 millions, c'est considérable. Enfin, il vaut mieux qu'ils soient là que dans la rue, mais c'est considérable. On va écouter justement, puisqu'on parlait des accords, vous parliez des accords au cas par cas, ce qu'a dit Marine Le Pen ce soir. Elle était l'invitée du 20h de France 2. Nous ne sommes pas sectaires. Il peut arriver, la règle c'est le maintien, mais il peut arriver que dans un cas particulier, à l'égard d'une personnalité, divers droite ou divers gauche, ou sans étiquette, ou je ne sais quelle autre étiquette, eh bien on considère que dans un cas particulier, on a la possibilité de faire un bout de chemin ensemble. On a une charte du Rassemblement Bleu Marine, mais ces accords qui vont être exceptionnels. Hein, c'est-à-dire 3 villes, 5 villes? Je ne sais pas, oui, ça va être de cet ordre-là. Ils ne se feront que sur la base d'engagement politique. Voilà, engagement politique pour ces accords au cas par cas pour Marine Le Pen. Hervé Baudry, on regarde la caricature sur Marine Le Pen. Bien voilà, j'ai l'impression que notre Marianne qui a bougé beaucoup sur les cheminées de France. Et voilà, j'ai joué aussi un petit peu sur ça marchait bien. Dans le texte, j'entends Marianne et Marine. Hein, on a bien compris. Elle a tellement bougé qu'il y a eu un enracinement. On parle beaucoup de ce maillage territorial, Étienne Gernal. Il est mis en place, il est ancré, il est acté. Oui, il existe beaucoup plus qu'avant, malgré un certain nombre de candidats un peu farfelus, parce que tout le monde s'en est amusé pendant des semaines, des candidats du Front National un peu bizarres par ici, par là. Mais malgré tout, ça existe. Alors, cela dit, ça a déjà existé. En 95, le Front National avait déjà une présence sur le terrain qui était importante, était déjà enraciné, ils avaient gagné des villes. Et puis après, il y a eu l'éclatement, la fracture Maigret, et puis le Front National est parti en poussière. Il est devenu, d'ailleurs, il y a des gens à l'époque qui disaient le Front National a disparu. Alors ils se sont bien trompés, parce que quelques années après, il y avait quand même 2002, le 21 avril. Donc ça va, ça vient, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que le Front National est parti, qu'on est parti vers le tripartisme, comme c'est la nouvelle formule à la mode. Ça, on n'en est pas encore sûr, d'autant qu'il y a plein d'endroits où le Front National n'est pas implanté, notamment dans l'ouest de la France. Il y a beaucoup d'endroits où le Front National reste assez bas. Alors ça monte un peu, ça monte un peu, mais enfin c'est quand même pas la même chose que dans l'est et dans le sud. On n'est pas au même niveau. Les nouveautés, déjà. On part de plus loin, c'est vrai. De beaucoup plus loin. Mais la progression est aussi impressionnante. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de candidats dans un grand nombre de villes. C'est peut-être ça qu'il faut dire et qu'il fausse peut-être un peu la mesure. Et c'est pour ça qu'en termes de niveau, déjà, le FN a énormément monté. 17% des voix dans les villes où il était présent cette année, 13% en 95. Donc il y a vraiment une montée. Et ensuite, sur le maillage territorial, effectivement, il est maintenant présent dans l'Ouest. On l'a vu dans des villes comme Saint-Brieuc. Il a même été présent à Limoges, à Lorient, à des niveaux quand même assez impressionnants, alors qu'il ne réalisait pas ce genre de score en 95. Jean-Luc Gombaud, depuis hier, on entend sur ce plateau différents candidats à droite et à gauche parler du programme, et je cite, vide du Front National. Ils nous disent que les électeurs n'ont pas vu le programme du Front National. Qu'en est-il, et notamment sur les questions économiques? Alors, le programme, il y a le programme global et puis il y a le programme municipal. C'est-à-dire que c'est là où il est, je crois, le vide est plus absolument assourdissant, comme on dit vulgairement. Parce qu'en fin de compte, ils ne font que copier-coller par rapport au programme national. Mais justement, pour le Front National, commence une étape nouvelle, celui de la gestion. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est absolument spectaculaire, mais maintenant, il faut gérer les villes. Là qu'on entre dans une phase tout à fait nouvelle, avec des programmes municipaux, des équilibres budgétaires, des problèmes fiscaux, des questions. Là, ça va se compliquer. C'est pourquoi parier sur disons, un tournant de la vie politique française, parce qu'effectivement, il y a une avancée considérable, à mon avis, c'est un peu excessif, parce que dans 6 mois, la chose peut se dégonfler compte tenu des problèmes auxquels ces gens vont être confrontés, d'autant plus qu'ils ont un manque de cadre qui quand même est important, de cadre gestionnaire. Il y a parfois des gens relativement brillants, comme M. Philippot, mais il faut un petit voir comment on traite les affaires. Alors, et ça, c'est une autre... Hervé Baudry, oui, je vous laisse parler. Regardez juste la caricature d'Hervé Baudry. Il a peut-être une solution pour Hénin Beaumont. Ce que vient de dire Jean-Louis, voilà, on essaye de faire la promotion sur la baisse d'impôts, mais en même temps, on veut beaucoup de sécurité. Donc, il y a quelque chose qui ne convient pas. Michel Urvois. Oui, c'était juste. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis Gombaud, mais je voulais ajouter, il y a peut-être des domaines dans lesquels il peut y avoir quand même une différence importante. C'est toute la vie associative, la vie culturelle, la politique du logement en direction des populations d'origine étrangère, etc. Donc,
il peut y avoir des déclinaisons locales du programme national. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le programme du Front National, il est, sur le plan économique, il est à gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il faut le regarder quand même. Vous allez sur le site du Front National, vous voyez ça, ça tient sur une page à peu près, hein. C'est pas extrêmement long. Mais enfin, il y a quand même c'est les augmentations de salaire, les prestations sociales. Mais oui, c'est invraisemblable. C'est assez à gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le Front National a un problème économique de gauche, qui est, on dit souvent le modèle albanais, il y a un peu de ça, quoi. C'est l'autarcie, et puis on rase gratis. Et c'est très impressionnant, ça. D'ailleurs, on voit que en 86, Le Pen, père, se considérait comme un libéral. Il disait ça, je crois qu'en fait, ils s'en fichaient un petit peu, il disait ça comme ça. Son vrai truc, c'était les immigrés, hein. C'était ça son histoire. Et la fille est passée à gauche, clairement, et à gauche de Mélenchon. Et sur certains points, on voit bien, d'ailleurs, sur l'Europe, hein, le Mélenchon, il est toujours un peu ambigu comme ça, il ferme jamais la porte. C'est assez amusant. Marine Le Pen, elle est clairement en dehors de ça, et extrêmement à gauche. Oui, je pense que les Français ont envie de voir ce que le FN donne à l'œuvre dans les villes. Voilà, quand on les interroge, il y en a 43% qui nous disent que ce serait une bonne chose s'ils avaient des conseillers municipaux du FN dans leur ville, hein, pas en France. Parce que pour eux, un parti de cette importance ne peut finalement pas être absent de l'échelon politique, même local et national, mais donc doit être présent. Nous verrons, puisque le Front National va être confronté à la réalité des faits et à la gestion municipale. Alors la question c'est et maintenant? Et maintenant pour la droite, et maintenant pour le pouvoir. Parlons justement du chef de l'État, Michel Urvoas. On a entendu tout à l'heure le vice-président socialiste du Sénat, Didier Guillaume, qui nous dit il faut un remaniement fort, il faut un signal tout de suite immédiat avec une équipe resserrée. Est-ce que c'est vraiment cela qui peut provoquer le sursaut? On le dit depuis le début, et encore plus depuis le 14 janvier, c'est la question de la cohérence, de la ligne directrice de la politique gouvernementale. Donc on voit bien à travers ces élections qu'il y a un message national d'incompréhension de cette ligne. Soit on la rejette, soit on en doute, mais elle est incomprise. Donc et François Hollande, le 14 janvier, a opéré quand même un virage historique pour le PS. C'est-à-dire qu'on est passé d'une politique de la distribution, en quelque sorte, qui était le classique de la gauche, à une politique de l'offre, c'est-à-dire de la compétitivité. C'est un petit peu plus long, là, d'obtenir des résultats. Donc par rapport à ça, il faut que François Hollande y prenne la parole. Il faut qu'il explique, réexplique, fasse de la pédagogie sur ce qu'il veut faire. Il faut qu'il le fasse vite. Parce qu'il le sait et il le dit lui-même qu'il a 2 mois. Certains disent que sa parole est relativement épuisée. Hein, il a 2 mois. Il a peu de cartouches maintenant pour réexpliquer ce pacte. Il a 2 mois pour expliquer et pour faire passer ce pacte et pour espérer obtenir des résultats concrets aussi vite que possible. Et l'autre question pendante, c'est avec qui se priver de Jean-Marc Ayrault, qui est la cheville ouvrière de ce pacte, enfin en tout cas de la mise en œuvre de ce projet, le retirer maintenant du jeu, c'est un petit peu bizarre. Oui, mais a-t-il les ressorts nécessaires pour mener ce pacte à son terme? Voilà, c'est la question que posent beaucoup de socialistes. Est-ce qu'on le retire aussi avant les européennes? Hervé Baudry, qu'est-ce que vous avez caricaturé? Là, je vois pour François Hollande, on va voir votre dessin. Oui, alors on a connu la gifle avec, avec Nino Ventura. Ça restera dans les annales, la claque, je pense. C'est le mot qui revient à la une aujourd'hui, effectivement. Étienne Journal. Peut-être comme ça, vous allez titrer là, le point cette semaine, non? La claque, non, je crois que ça a déjà été fait par un hebdo il y a quelques mois. Très bien, vous allez vous renouveler, ça va être pire que la claque. Non, ça peut pas être pire quand même. Là. Il faut se le dire, ça peut toujours être pire en réalité, parce qu'on voit bien que le problème de François Hollande, c'est pas tellement les municipales là, parce que perdre quelques mairies, c'est embêtant, mais enfin, de toute façon, ça va pas être une vague comparable à celle de 83. Ça, c'est pas très grave. Son problème, c'est qu'il a 50 milliards à économiser. Et encore, ça, c'est ce qu'il a annoncé lui. Mais après, ce qui compte, c'est la vie de Bruxelles. Il y a le semestre européen. Le 15 avril, la France doit remettre sa copie à Bruxelles. Et pour l'instant, moi, c'est quand même un petit peu tangent. J'espère pour eux, en tout cas, qu'ils ont quelque chose dans leur besace. Et puis après, il faut le faire. C'est ça qui est le plus difficile. Le faire au moment où on est impopulaire, où on n'a plus de réserve de crédibilité. Quelle réserve? Où? Combien de divisions? Alors, comme il dit, chaque fois qu'il rencontre le président de la République, il dit « Monsieur le président de la République, vous m'avez demandé d'économiser 50 milliards ». Il commence toujours son exposé de cette façon. Et pour l'instant, on n'en voit pas, on en imagine à peu près, mais on n'en voit pas la couleur. Le problème, je crois, de François Hollande, puisqu'on parle de réorientation, il ne peut pas le faire.
Vous ne le voyez pas arriver à Bruxelles en disant « Messieurs, j'ai pris une claque, on pourrait dire une fessée, à l'occasion des municipales. Oui, ça y est, vous avez et donc je vous demande un sursis pour mes 50 milliards. C'est impossible. Vous ne voyez pas arriver dans les chefs d'entreprise, dire écoutez messieurs, on a pris une claque à l'occasion municipale et la baisse des charges, il faut la remettre. C'est pas possible. Donc c'est matériellement impossible. La leçon de tout ça, c'est que dans un quinquennat, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est ça le problème. Dans un septennat, vous pouvez faire une erreur, vous avez un peu le temps de la rattraper. Dans un quinquennat, si vous démarrez mal, vous finissez mal. C'est terrible. Vous n'avez pas le temps de rattraper votre affaire. Et donc ça, il se trouve dans une situation extrêmement compliquée. On parle de remaniement. Oui, mais enfin, on fera une spéciale à Public Sénat sur le remaniement, mais les gens, ça les intéresse assez peu, ce genre d'affaires. Donc, il a un problème réel, je crois que s'il veut tirer une carte à peu près intéressante, il a un problème plus fort sur sa communication, sur son organisation, mieux se faire comprendre, en finir avec ces couacs répétitifs qui commencent à être fatigants pour les gens. Guillaume le disait tout à l'heure. Voilà. Les socialistes eux-mêmes n'en peuvent plus. Voilà. Oui, d'accord, mais moi là où je suis pas d'accord, c'est qu'on peut toujours changer. Gerhard Schröder, c'est quand même intéressant. Gerhard Schröder a commencé à faire des réformes après 1 an de son 2e mandat. Il a commencé en 2003 et il était arrivé au pouvoir en 98. Il n'avait rien fait avant. Donc on peut toujours changer. Et puis il est devenu le grand réformateur qu'on connaît aujourd'hui. Il était réélu. Il a été réélu et pendant 1 an encore, il n'a rien fait. Ça s'est perdu, etc. Et puis après, il s'est réveillé tout à coup. On ne sait jamais, surtout avec François Hollande qui a un petit côté. La différence, c'est qu'il faut en même temps, Jean-Louis Gombault l'a dit, trouver 50 milliards. Ça complique un petit peu les choses. Et il faudrait en même temps aussi cesser d'accroître la pression fiscale, parce que dans le message électoral de ce week-end, il y a quand même aussi celui-là, c'est-à-dire qu'il y a devenu, enfin, la fiscalité est devenue quelque chose de carrément allergisant. Oui, c'est le cas, avec vous le constatez, thème de préoccupation lors de ces élections, y compris dans les communes ou dans les villes où la pression n'est pas si forte que ça. Mais maintenant, un socialiste, c'est forcément quelqu'un qui matraque avec l'impôt. Donc c'est entré dans les esprits, et on a bien vu des villes parfaitement gérées qui ont été sanctionnées, mais alors comme celles qui l'étaient moins bien. Et on a même vu des villes de droite avec des impôts d'ailleurs relativement élevés, je pense à Bordeaux, avec une élection brillante. Justement, on va parler un petit peu de ces différentes personnalités. Hervé Baudry, vous nous parlez de quelle... Après les mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Donc il y a eu certaines claques pour certains, et puis dans certaines villes, il y a eu... la claque et la clique. Il y a eu la clique à Levallois, par exemple. Voilà. Oula. Alors vous êtes responsable de vos dessins, Hervé Baudry. On va parler d'autres personnalités, parce qu'il y a des poids lourds à gauche et à droite. Alors la droite, les ténors, Jean-François Copé à Meaux, Laurent Wauquiez à Puy-en-Velay, Xavier Bertrand à Saint-Quentin, François Baroin à Troyes et surtout le sacre Alain Juppé à Bordeaux. Ils sont réélus haut la main. À gauche, les scores des poids lourds, Guillaume Petit, sont vraiment bien inférieurs à ce qu'ils avaient réalisé en 2008. C'est le cas, oui. Aubry, Lyon, à Nantes Dijon. Également. Donc les ténors, les poids lourds sont aussi quelque part sanctionnés. Alors qu'à droite, au contraire, les ténors... Mais je noterai quand même que Jean-François Copé a fait un score inférieur à celui de la dernière élection. De 3 points. Non, personne n'a noté ça. C'est à cause de vous et de votre une. Ah oui. Pas beaucoup. Mais j'ai noté ça quand même. Cela dit, ça reste un très très bon score. Faut dire mais Jean-François Copé garde une image au niveau national qui est quand même assez négative. Dans notre classement de 40 personnalités, il est quand même le dernier, avec 70% de jugements défavorables. C'est plus défavorable que les jugements pour même Marine Le Pen. Certes, mais quand même, on avait dit que l'après-municipal pouvait être un moment délicat pour le président de l'UMP. Étienne Gernal, beaucoup dans son propre parti, commençait un petit peu à aiguiser les couteaux, à se préparer, etc. Là, quand même, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait grand-chose. Il a un bon score sur le niveau national. Lui-même a un très bon score. Est-ce qu'on pourra lui dire « tu n'as pas fait le job » ? Écoutez, ça les regarde. L'UMP, peut-être qu'ils vont se battre, peut-être pas. Et puis, de toute façon, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la figure dominante de l'après-municipal, c'est Alain Juppé.
et score triomphal quand même. Et puis il représente quelque chose, on voit bien qu'il se C'est déplace dans l'éloge de une ville. l'expérience, Alain Juppé. Oui, il y a ça. De la mesure, de la sérénité. Et puis dans les périodes de crise, il vaut mieux des gens un peu rébarbatifs, mais qui ont l'air sérieux, plutôt que des gens qui font, cela dit, on voit bien Patrick Balkany, bon, c'est le contre-exemple. Mais la figure de Juppé, c'est quelque chose. Et puis renforcé aussi par le succès, en tout cas le ballottage favorable de François Bayrou, parce que Juppé a soutenu Bayrou. Il y a un axe Bayrou-Juppé. Ce sont les raisonnables. Il y a un côté. Oui, le pacte d'Aquitaine. Il est réel, il y a un petit côté, les deux Raymond Barre d'Aquitaine, voilà, qui jouent cette image de la rigueur, etc. Et tout ça, ça porte, dans une période de crise et de doute comme ça porte. Donc Juppé, oui, là, aujourd'hui, c'est la figure incontournable à droite. D'ailleurs, on voit bien dans les enquêtes diverses et variées, il passe même devant Sarkozy. C'est intéressant. Sarkozy était resté la figure numéro 1 de la droite, maintenant on voit c'est Juppé. Alors évidemment, dès qu'il s'exprime, ça ne déclenche pas l'enthousiasme des foules, parce que c'est pas Mick Jagger, voilà, il n'a pas un charisme Comparaison n'est pas raison. invraisemblable, mais de fait, il a très bien réussi à Bordeaux, parce que la ville est transformée. Il a un succès électoral qui est quand même éclatant, et aujourd'hui, rien ne se fera sans Juppé, c'est certain. Guillaume Petit, vous avez constaté dans les sondages justement cette progression lente, mais sur des bases solides justement d'Alain Juppé, petit à petit depuis les derniers temps, les derniers mois? Bah oui, sur les différents épisodes, effectivement, sur la guerre fratricide entre Copé et Fillon, c'est vrai qu'il a eu une sorte de prise de distance qui est plutôt rassurante pour l'ensemble des électeurs. Cette lutte a plus pâti à Jean-François Copé qu'à François Fillon, mais c'est vrai qu'Alain Juppé garde un peu cette sagesse, cette prise de recul qui lui a permis d'engranger des points au fur et à mesure. Quel éloge ce soir, Michel Arvois, vous partagez cet avis? Oui, je partage tout ça. Je voulais juste ajouter que le moment est difficile pour François Fillon. Il a décidément pas de chance pour demander des comptes à Jean-François Copé. Oui, on l'entend peu, François Fillon. Mais oui, il a été prévu qu'il intervienne après les municipales. Cela dit, on n'y est pas encore tout à fait après les municipales, mais pour justement demander des comptes au sens premier de l'expression. Et ce sera peut-être un petit peu plus difficile si c'est une victoire que l'on peut aussi un peu attribuer à Jean-François Copé. Jean-Léon Gombault. Et ceux qui vont demander des comptes, c'est aussi beaucoup dans le Parti socialiste et au sein même de la majorité actuelle. C'est-à-dire, qui nous a mis dans cette situation? On voit bien, quand on parle comme ça, les remarques qui sont faites sur Jean-Marc Ayrault sont extrêmement désobligeantes. Alors là, c'est tout à fait impressionnant. Et là, j'abonde dans le sens de Jean-Louis Gombault. Le PS, c'était un parti de militants jadis, qui a perdu ses militants. Il avait ses électeurs, mais il n'y avait plus de militants, ou très peu. C'était resté un parti d'élus, et d'élus locaux. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup analysé le fonctionnement du PS à travers ça, avec d'ailleurs les barons qui restaient chez eux et qui ne venaient pas trop à Paris, etc. Et c'est eux, aujourd'hui, qui sont fragilisés. Qu'est-ce qui lui reste au PS? Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, il y a la recherche du coupable. Jean-Marc Ayrault est la cible là de critiques depuis hier soir qui sont extrêmement dures, et autour de François Hollande. Ça cristallise sur sa personnalité. Hein. Oui, je pense. Oui. Et puis comme il y a les rumeurs de remaniement et de remplacement, je pense que ça amplifie encore les choses. Et puis il y a autour de François Hollande aussi. J'entends, moi, énormément de critiques de gens, de socialistes, contre François Hollande. Ça, c'est plus embêtant. François Hollande, si l'on en croit les papiers qu'on lit, Étienne Gernel, moi je ne suis pas dans le secret, qu'on dit serein plutôt. Alors il pensait enjamber ces municipales, ce n'est pas vraiment le cas. Il est toujours serein, il est quand même étonnant, il est d'une sérénité extraordinaire. C'est unique. Oui, c'est unique. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, effectivement, il est serein. Et quelle réaction à attendre justement du sommet de l'État? Certains parlent d'une prise de parole entre les deux tours, ça paraît vraiment complètement ça sert à rien, incroyable, très ça très sert compliqué. Strictement à rien, mais pourquoi pas, mais ça sert strictement à rien. Ça ferait un peu panique quoi, à bord, donc oui, mais normalement il y a une conférence de presse en avril. Oui. Puisque si on respecte le timing, si le président respecte, donc avant les européennes, normalement, il doit se prononcer autour de la mi-avril. Et alors, c'est toujours le problème quand on dit qu'on va faire un timing régulier. À chaque fois, on dit qu'est-ce qu'il va annoncer? Parce qu'effectivement, quand on dit je parlerai tous les 3 mois, donc tu es obligé de parler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va annoncé juste avant les européennes. Et ça le met devant un challenge. Les économies, il est obligé. Le 15 avril, il doit rendre la copie à Bruxelles. Il ne peut pas rendre la copie à Bruxelles et pas aux Français. Mais monsieur, savez-vous pourquoi François Hollande est serein? Est-ce que vous le savez, Étienne Gernel?
C'est sa nature, Non, je il posais est une comme question ça. parce que Ah, il y a une je voulais réponse. vous montrer Alors, la il y a une réponse caricature justement meilleure que moi. d'Hervé Baudry. Regardez, on va le voir. Mais maintenant, c'est Et comme voilà. tout le monde. Hein. Eh ben On parce les oreilles ne sifflent que pas plus. de bruit, c'est le Pas casque, de bruit, bien le sûr, calme absolu. peinard. Le calme absolu. Je voulais vous demander aussi, Guillaume Petit, tout à l'heure, il y avait sur ce plateau Gérard Longuet, ancien ministre et sénateur, qui nous disait un petit peu comme ça, avec sévérité, il faudra faire aussi le procès des sondeurs, parce qu'il y a eu, c'est vrai, d'énormes surprises auxquelles on ne s'attendait pas, et notamment la déflagration de Marseille. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par ce résultat ? Écoutez, c'est incontestable, on ne va pas le nier. Ce qui s'est passé à Marseille, c'est ce qui s'est passé de manière exacerbée, mais un petit peu partout en France. C'est vrai qu'on n'a pas forcément vu cet affaiblissement de la force de gauche du PS. Donc de ce côté-là, effectivement, il serait honnête de le remarquer. C'est un coup de tonnerre dans le ciel marseillais. Pour le socialiste Patrick Mennucci. Juste si je peux me permettre, parce que je suis d'accord pour reconnaître certains de nos manquements, mais en même temps, je voudrais souligner que nous avions souligné une forte abstention entre 37 et 41. Elle est là, elle est présente. Et nous avions également énormément appuyé sur la percée que ferait le FN, et il est là également. Et voilà. Et sur le reste, vous avez toujours été prudent. Ça, c'est très important de le rappeler. Le problème surtout que vous avez, c'est que les gens mentent. Ils mentent terriblement quand ils répondent à vos enquêtes. Et c'est ce que je crois que c'est une particularité française quand même. Les gens sont quand même assez peu sincères quand ils répondent aux enquêtes. Même les sorties des urnes, il arrive parfois que les gens... C'est pas le cas pour tout le monde. On a une partie des gens qui mentent comme partout, mais là, ils nous ont pas forcément... plus menti qu'avant. Non, c'est surtout qu'à chaque scrutin, il y a un tiers des Français qui se décident les 2 derniers jours. On ment plus au téléphone que visu comme ça, non Surtout quand on prend le téléphone d'un autre. Le mode de recueil a son impact. Je voulais vous demander, pour terminer ce tour de table, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce premier tour? Vraiment quelque chose à laquelle, une ville, un résultat auquel vous ne vous attendiez vraiment pas et qui vous a vraiment surpris, Étienne Gernal, personnellement. Ça, c'est la raclée de Mennucci à Marseille. C'est quand même la surprise, le choc de cette élection. Jean-Louis Gombault. Alors moi, évidemment, Marseille, mais aussi j'étais, je ne sais pas, surpris, mais en tout cas sur les villes, par exemple, où il y a eu des conflits sociaux importants. Je pense par exemple à Aulnay, à Roubaix, à Florange, à Amiens, où il y a eu des tensions sociales très fortes. Le Parti socialiste qui dirigeait les mairies locales a été balayé. C'est-à-dire que, donc, et du moins, parfois au deuxième tour, mais enfin, en tout cas, il a beaucoup perdu. Là où il y a eu des conflits, le Parti socialiste n'a pas résisté. Michel Lerbois. Aussi. Je pourrais dire la même chose, Marseille, mais pour être un tout petit peu original, je vais ajouter quelque chose. J'ai noté que les écologistes étaient plus forts là où ils n'étaient pas avec le Parti socialiste et plus faibles, donc là où ils sont alliés avec le PS. Ah oui, c'est très pertinent ça, oui. Et ils vont l'utiliser à bon escient, à mon avis. Je trouve que c'est intéressant et je pense qu'ils vont l'utiliser effectivement pour négocier. Tout à fait, oui. Donc on a une espèce d'éparpillement des partis avec le Front National qui a monté à côté de l'UMP, quelquefois en concurrençant l'UMP, et puis dans l'autre camp, effectivement, donc le PS, il est doublement pris en tenaille. Même question pour conclure, Guillaume. Même réponse, Marseille effectivement. Par contre, la fausse surprise, c'est vraiment Paris, où effectivement, ce n'est pas aussi surprenant que cela que Nathalie Kosciusko-Morizet arrive devance quelque peu Anne Hidalgo. Même question, Hervé Baudry. Moi, je dirais Dijon, parce que je suis originaire de Dijon, et on reçoit de temps en temps Rebsamen, qui a fait beaucoup pour la ville. Bon score, mais qui n'est pas passé au premier tour, exactement. Ça fait partie justement des ténors socialistes. D'avoir un tram, le tram ne suffit pas. Merci le Dijonais. Merci messieurs, merci d'avoir été nos invités. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est présenté ce soir par Cécile Sixou. Regardez. Il devait parler de sécurité nucléaire, mais dès son arrivée aux Pays-Bas, Barack Obama bouscule l'ordre du jour et met l'Ukraine au centre des discussions. Le président américain s'est dit prêt à faire payer la Russie pour son annexion de la Crimée en l'excluant du G8. L'Europe et les États-Unis sont ensemble pour soutenir le gouvernement ukrainien et les Ukrainiens. Nous sommes unis pour imposer des coûts à la Russie pour les actions qu'elle a entreprises jusqu'ici. Le G8 qui devait se tenir à Sochi début juin est d'ores et déjà annulé. En marge du sommet, Barack Obama a également demandé de l'aide à son homologue chinois pour l'application du droit international et le respect de la souveraineté des pays.
Sur le terrain, en Crimée, les forces russes se sont emparées ce matin de la dernière base encore ukrainienne. Kiev a décidé de retirer toutes ses troupes de la péninsule. Ils étaient au pouvoir en Égypte il y a moins d'un an. Aujourd'hui, 529 partisans du président Morsi ont été condamnés à mort, accusés de violence durant l'été. Leur procès a été expéditif. Le juge a délivré une décision sans témoin et a condamné 530 personnes à mort. Le grand moufti rendra sa décision le 28 mars. Est-ce la justice? La justice est morte. Un verdict sans précédent en Égypte. Demain, 700 autres personnes doivent être jugées. Ce soir, Washington se dit profondément inquiet. In extremis, la Redoute échappe au dépôt de bilan. La CFDT, d'abord réticente, a finalement signé l'accord pour un plan de relance. Le syndicat a obtenu des avancées ce week-end. Nous avons les éléments qui nous permettent de garantir ce que nous demandons. Et donc ce soir, après la conférence de presse, nous signerons le protocole d'accord, qui garantira donc cette entreprise. Je rappelle 80 ans ou 100 ans d'histoire de cette entreprise, et on ne peut pas aujourd'hui donc rayer d'un coup de crayon une entreprise comme la Redoute de la carte. C'était la condition pour Kering, l'actionnaire, de continuer à financer les pertes et pour les repreneurs de ne pas retirer leur offre de reprise. Une offre qui prévoit la suppression de 1178 des 3437 postes de la Redoute. Il y a des moments où les blagues les plus courtes sont les meilleures. C'est le regard de Rançon dans Le Parisien. Voilà, et on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup de votre fidélité. Belle et douce soirée. À demain avec un grand plaisir, bien sûr.